Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette conférence cas concret d'une démarche collaborative pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, je suis Marjorie Aubert, conseillère nationale en prévention des risques professionnels. Donc, je vais vous faire une brève présentation de la MSA. Donc, la MSA, ou Mutualité sociale agricole, c'est la sécurité sociale des salariés, des exploitants et des employeurs de main-d'œuvre qui travaillent dans le secteur agricole ainsi que leurs familles. En quelques chiffres, la MSA, c'est 5,5 millions de bénéficiaires, 16 500 salariés répartis en 35 caisses locales et une caisse nationale, et 24 000 élus. Car je pense que ça ne vous a pas échappé, dans MSA, nous retrouvons le M de mutualité. Au-delà de la valeur mutualiste, la MSA, c'est aussi un guichet unique qui offre une offre de protection sociale globale. Donc nous retrouvons les prestations de retraite, d'aide au logement, d'allocation familiale, mais également les services à la personne, le pôle assurance maladie et la partie santé-sécurité au travail. Pour faire un petit focus sur la santé-sécurité au travail, puisque c'est vraiment le cœur de sujet de ce salon, la MSA met en œuvre donc toute la sécurité, la santé-sécurité au travail des salariés, mais également des non-salariés agricoles, ainsi que la prévention des risques professionnels. Pour vous donner un peu plus de matière, elle assure à la fois la surveillance médicale individuelle, conduit des actions en milieu de travail, et elle s'appuie sur 3 corps de métier, donc les médecins du travail, les infirmières en santé au travail et également les conseillers en prévention. Donc maintenant, je vais vous dévoiler ce qui se cache derrière ce titre, cas concret d'une démarche collaborative pour l'amélioration des conditions de travail. Donc en fait, il s'agit d'un groupe de travail région Nouvelle-Aquitaine et à laquelle s'est inscrit aussi la Caisse centrale et qui porte sur un outil de travail, la PEMP. Vous allez l'entendre tout au long de cette conférence. Donc la PEMP, ou plateforme élévatrice mobile de personnes, est un outil qui permet d'assurer les tâches de taille, mais également de récolte en arboriculture. Donc ça va être la récolte de pommes, mais également de pruneaux ou de pêche, abricots, suivant les régions. Pour vous donner un aperçu de quoi nous avons parlé, vous avez 3 illustrations sur cette diapositive que vous avez ici. Mais vous devez vous demander pourquoi travailler sur les PEMP. Donc je vais donner la parole, à mes collaborateurs. Donc Fabien Bourdieu, TRP, donc technicien régional de prévention à la Directe Nouvelle-Aquitaine, qui va nous faire un contexte réglementaire. Et ensuite, je passerai la parole à Stéphane Sacasse, conseiller en prévention en Dordogne-Lot-et-Garonne, qui vous expliquera les constats de terrain qui ont donné naissance à ce groupe. Et voilà, je vous en prie. Stéphane, Fabien, excusez-moi, je te passe la parole pour la première partie, contexte réglementaire. Merci Marjorie, bonjour à tout le monde. Le contexte réglementaire, eh bien, il s'agit en fait de la plateforme élévatrice mobile de personnes. Nous avons travaillé sur les automotrices. Ces plateformes sont des machines. Et toutes les machines sont concernées par une double réglementation qui est édictée par le Code du travail et qui est issue des directives européennes. Donc il y a 2 réglementations. La réglementation conception. Cette réglementation conception s'adresse aux constructeurs. Elle fixe des objectifs de santé à atteindre pour l'utilisateur, pour que l'utilisateur puisse utiliser la machine en toute sécurité. Pour s'aider, le constructeur, pour atteindre ces objectifs, le constructeur a un outil qui s'appelle Annexe 1, qui donne les règles techniques. Voilà, donc ça c'est la première réglementation, conception. Ensuite il y a la conception-utilisation qui, elle, s'adresse à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, cette réglementation fixe quelques points de repère. Notamment, il demande aux entreprises d'organiser le travail, de former les salariés à l'utilisation de certaines machines et de maintenir le matériel en conformité. Ces 2 réglementations interagissent entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, le constructeur est obligé de tenir compte de l'utilisation qui va être faite de la machine en toute sécurité. Et l'utilisateur, lui, il tient compte des caractéristiques de la machine qui ont été mises au point par le constructeur. Voilà. Donc, parfois, même les objectifs de sécurité sont définis donc, par la réglementation, mais ce n'est pas toujours évident pour le constructeur d'atteindre ces objectifs. Donc, il y a souvent, pour certaines machines, il y a l'élaboration de normes qui viennent appuyer le constructeur dans ses démarches. Voilà.
Mais parfois, il n'y a pas de normes. Et par exemple, pour notre plateforme élévatrice mobile élévatrice mobile de personnes, au départ du groupe, il n'y avait pas de normes. Il y avait une norme qui s'adressait à des machines plutôt utilisées dans le régime général, dans le bâtiment. Là, donc, il n'y avait pas de normes. Du coup, on a ressenti dans le groupe de travail un besoin qui a fait qu'on a dit il faudrait qu'on produise dans ce groupe de travail une aide pour le constructeur. Voilà. C'est ce qui va être présenté avec ce travail en synergie, en coopération entre plusieurs acteurs. On s'est tous mis ensemble et on a travaillé pour produire quelque chose. Voilà le contexte réglementaire. Merci Fabien. Je vais donc passer la parole à Stéphane Sacas, conseiller en prévention. Peux-tu nous dire en quelques mots l'état des lieux, le diagnostic, la genèse de ce groupe ? Alors, comme vous l'aurez compris, effectivement, il y avait une problématique commune, un point de départ commun entre institutionnels, donc Caisse Centrale, MSA d'Aquitaine et Direct Aquitaine, pour travailler sur ce thème-là. C'est né de constats de terrain. Effectivement, le rôle du conseiller en prévention, c'est assurer une certaine proximité de terrain auprès des ressortissants agricoles et plusieurs adhérents agriculteurs qui utilisaient ce type de plateforme donc en filière arboricole nous ont interpellés et nous ont fait part de leurs préoccupations. D'où une date repère, 2012, juillet 2012, la création d'un groupe de travail régional, MSA d'Aquitaine, qui a associé les différents partenaires qui sont autour de la table aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? C'est ça, Marjorie, que tu voudrais savoir. Exactement, je pense qu'on est tous curieux de savoir ce qui se cache derrière. Donc on est parti d'observation de terrain. Effectivement, des hommes de proximité, les techniciens régionaux de prévention, les conseillers en prévention, on allait sur le terrain et observait les machines, le matériel. D'accord ? Donc on a construit certains outils pour relever les éléments et effectivement, on a détecté quelques préoccupations, quelques difficultés liées à l'utilisation du matériel sur le terrain. Ça a été la première phase. Ensuite, rapidement, on s'est dit, nous, on a un certain nombre de connaissances en tant que conseiller en prévention, technicien régional de prévention, mais ça serait bien de rechercher la validation d'un organisme agréé. Et donc, on a très rapidement identifié l'organisme DECRA, pour lequel on a commandé 21 diagnostics de conformité pour infirmer ou confirmer les hypothèses de départ qu'on avait formulées par rapport à l'utilisation de ces plateformes élévatrices mobiles de personnes. Donc ça, c'était la première phase qui était réalisée. Aujourd'hui, on a une synthèse complète sur l'état de conformité des plateformes élévatrices utilisées sur nos territoires, donc différents types de constructeurs. Je laisserai la parole ultérieurement, enfin on laissera la parole aux constructeurs. Et ensuite, une fois qu'on a eu cette synthèse de conformité qui nous a mis à révéler un certain nombre d'éléments, rapidement on a décidé collégialement avec les membres du groupe, dans la Caisse Centrale, technicien régional de prévention et les MSA d'Aquitaine, de commander 2 études ergonomiques. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, souvent, bien s'entrechoquer la conformité du matériel et puis les préoccupations liées à l'utilisation et donc à nos adhérents. D'accord ? Donc il y a toujours cet enjeu-là qui va se jouer. Alors un consensus à trouver vraisemblablement. Et donc nous avons sollicité donc, le cabinet d'ergonomie Ergotech qui a réalisé 2 grosses études sur 3 ans. Elle y reviendra. Sur les travaux de récolte, de taille, des poses de filets. Voilà. Donc ça, c'était la première phase. Merci Stéphane. Donc on va laisser un petit peu de suspense en ce qui concerne à la fois la partie ergonomie et fabricant. Peux-tu m'en dire plus finalement sur les moyens et ce qui a été mis en place dans le cadre de ce groupe, de façon succincte s'il te plaît ? Alors la réelle réussite de cette démarche collaborative, c'est une histoire de personnes. C'est une histoire aussi d'institutionnels, d'experts, de référents, qui soient dans le milieu agricole ou pas d'ailleurs, puisqu'on a des constructeurs qu'on a associés très rapidement aux travaux engagés. On a eu la chance aussi d'avoir des constructeurs en local, donc région Aquitaine. Et donc on a choisi de déployer des moyens humains, techniques et financiers. Donc financiers par le biais des fonds de prévention, puisqu'on a des dotations qui nous permettent de mener des actions en milieu de travail, ce qui a été dit précédemment.
Et puis on a souhaité communiquer très rapidement à l'occasion de rendez-vous pour sensibiliser et informer des travaux qu'on était en train de réaliser. Donc on a créé un module d'information, on est intervenu à Mécafruit, qui est un salon professionnel filière, donc où on a pu effectivement communiquer auprès de la filière arboriculteur. Et puis on a mis en place également des formations à la conduite en sécurité, en partant du principe qu'il était important de sensibiliser les chefs d'exploitation qui eux-mêmes plus tard pourront redémultiplier ces informations-là auprès des salariés qui conduisent les plateformes. Donc on est rentré par ce biais-là. Ça, c'est le premier axe de travail. Ensuite, on a également travaillé avec les partenaires, donc Cabinet Deslandres notamment, qui a réalisé des vérifications générales périodiques de ces plateformes et donc qui a pu engager un travail, un processus avec nos adhérents. Et pour ne pas prendre trop de temps de parole, puisque je vois que Marjorie s'impatiente. Non, mais il faut savoir que Stéphane est très bavard et si vous voulez partir avant 17h ce soir... Donc excusez-moi. Et ensuite, ce qui a été vraiment un réel succès par rapport à cette démarche collaborative, c'est vraiment développer les réseaux. Et ça, c'est les clés du succès, où effectivement, on s'est entouré des principaux intéressés, les constructeurs, fabricants. On a la chance d'en avoir MSA d'Aquitaine, donc Agrimeca, Léger, Solead, pour ne pas les citer. Et on a également développé des partenariats, puisque ça, c'est notre fonds de commerce. Nous, conseillers en prévention, à MSA, on travaille les relais d'organisation de producteurs. Donc là, il y en a qui sont cités, mais le bureau interprofessionnel du pruneau, CETA de Guyenne, Blue Whale. Donc autant d'organisations de producteurs au contact des filières, au contact des arboriculteurs et donc au contact de nos adhérents. Donc voilà pour les moyens techniques, humains et financiers qui ont été engagés sur cette étude qui a duré pendant 6 ans. Voilà. Avec pour finalité, j'imagine, c'est la question. Et oui, évidemment, tu me devances. La question suivante, c'est où en sommes-nous aujourd'hui et qu'est-ce qui se prépare ? Donc là, on en est arrivé à un stade où effectivement, on a eu les diagnostics de conformité qui nous ont donné un état des lieux sur la situation de conformité des plateformes qui étaient utilisées, des études ergonomiques qui ont permis l'élaboration de 2 cahiers des charges fonctionnels, donc qui sont des aides, comme l'a souligné mon collègue Fabien Bourdieu, des aides, des repères pour le constructeur lorsqu'il va revoir la qualification de ces plateformes à l'occasion des renouvellements, par exemple. Ces 2 cahiers des charges sont bien entendu écrits en français, mais traduits également en anglais et en italien pour plus de compréhension, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des plateformes, enfin beaucoup, il y a des plateformes françaises et on en est fiers, mais il y a aussi beaucoup de plateformes italiennes sur le marché, notamment au secteur pomme. Donc ces deux cahiers des charges vont être diffusés via la caisse centrale aux constructeurs européens et l'étape finale, donc on cible à peu près fin 2019, début 2020, sur les étapes de valorisation, de communication. D'ailleurs, je vous invite tous au salon Vinitech qui aura le fin novembre où on déploiera effectivement les résultats que l'on a pu constater sur notre secteur. Voilà, je vous remercie. Ça y est, l'invitation est passée, donc rendez-vous tous à Vinitech. Merci Stéphane. Donc les 3 points clés de cette présentation, c'est un volet information-formation suivi d'une partie donc, sur les supports techniques et enfin la notion de partenariat qui a été très fort et très prégnant encore aujourd'hui et tout au long de nos travaux. Donc Stéphane, tu parlais de fabricants, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Géraud, qui est gérant de la société Agrimeca, donc un fabricant de plateformes élévatrices de personnes en arboriculture. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que vous a apporté ce groupe, qu'est-ce que vous en avez retiré dans votre pratique d'aujourd'hui ? Et premièrement, ce qu'on en a retiré, je dirais, c'est une très bonne... un très bon élan pour la fabrication de machines et surtout après pouvoir, connaître un petit peu tous les intervenants par rapport à ce qui se déroule autour de la plateforme élévatrice. Et après, pour nous, ce qui a été très important, c'est de pouvoir, par rapport aux contraintes techniques que l'on rencontrait,
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existait que des plateformes élévatrices de personnes, mais à usage industriel, et qui ne répondaient pas à 100%, je dirais, aux exigences du monde agricole. Donc notre plateforme, elle qui est destinée uniquement à la taille, au déploiement des filets ou éventuellement à la cueillette, eh bien, disons qu'on avait des contraintes un petit peu différentes au niveau de la partie ergonomique, poste de travail. Et donc ça nous a permis un petit peu de faire remonter des contraintes que l'on avait alors qu'on se croyait un petit peu hors norme par rapport aux directives européennes qui étaient uniquement à usage industriel. Donc on a un petit peu fait, je dirais, une petite dérogation au départ parce qu'au niveau du poste de travail, ça nous gênait beaucoup. Et après, grâce à ce groupe de travail, on a pu communiquer et après faire remonter un petit peu ces informations et qui nous ont été, je dirais, très, très importantes, nous, dans la réalisation, afin de pouvoir offrir à l'utilisateur, je dirais, quelque chose qui réponde davantage à ses exigences et à ses contraintes de travail, quoi. Donc je dirais à ce niveau-là, tous les intervenants ont tenu compte un petit peu de nos indications. Et grâce à ça, on peut faire remonter un petit peu plus haut et peut-être élaborer des normes un petit peu différentes qui répondent beaucoup plus à ces exigences-là, quoi. Voilà un petit peu ce qu'il en a été pour nous et surtout un petit peu ça nous a permis de s'intégrer, je dirais, dans toute la partie normalisation qui pour nous en tant que petits fabricants nous paraissait, je dirais, un petit peu démesuré et hors de notre portée, quoi. Donc grâce à ce groupe, ça nous a un petit peu intégrés, ça nous a fait connaître des gens. Et on s'est familiarisé un petit peu avec tout ça, donc ça nous a permis un petit peu je dirais, d'arriver un petit peu dans la cour des grands, quoi. Voilà un petit peu ce qu'on a pu en retenir, quoi. Merci. Et cette dynamique qui a été mise en place, est-ce qu'elle perdure encore aujourd'hui ? Oui, tout à fait, parce que bon, au jour d'aujourd'hui, de toute façon, voilà, ça nous permet sur l'évolution de nouvelles machines, enfin voilà, maintenant qu'on est rentré un petit peu, je dirais, dans cette ambiance et dans tout ce groupe. Bon, mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus à l'aise pour, je dirais, faire remonter les informations, tenir compte de certaines contraintes techniques. Et après, sachant que derrière, après aussi, il y a toute la partie contrôle technique qui a été mise en place, donc par des organismes qui regardent un petit peu la durée de vie des machines, comment vieillissent, je dirais, tous ces matériaux, enfin tous ces matériels au niveau des années d'utilisation. Et nous, après, ça nous permet un petit peu éventuellement de revenir sur certains points techniques. Enfin, voilà, ça nous apporte aussi ce retour-là, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de concrètement qu'est-ce que vous avez apporté à vos matériels suite aux échanges de ce groupe ? Suite aux échanges de ce groupe, on avait pris un petit peu l'initiative au départ. Nous, c'est surtout sur le poste de travail, la partie ergonomique, c'est, on va dire, ce qui est la nacelle, c'est vraiment là où est l'utilisateur. Donc, pas dans toute la normalisation industrielle, il y avait une contrainte de hauteur au niveau, je dirais, de ce que l'on appelle le garde-corps, donc qui était d'1,10 m. Après, il y a aussi toute une partie en bas, là où se situe le plancher, il y a une plainte de sécurité, donc dans le monde industriel, parce que les machines embarquent, je dirais, des matériaux pour éviter que la chute de quelque chose se fasse sur les gens qui peuvent être dessous. Nous, ces contraintes, on ne les avait pas, mais par contre, au jour d'aujourd'hui, notamment dans la taille des arbres fruitiers, les gens travaillent avec des perches ou des sécateurs pneumatiques qui servent à couper les branches d'arbres lors de la taille. Et au niveau, je dirais, il y avait des gens qui sont plutôt plus petits. Et donc un garde-corps d'1,10 m, comme il faut passer les bras au-dessus de la rambarde, en fait, c'était très incommodant pour des gens qui sont plus petits. Donc ce qu'ils faisaient, ils mettaient une cale ou ils mettaient un faux plancher, quoi. Donc ils se mettaient un petit peu en porte-à-faux. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on a fait remonter un petit peu et qui ont été pris en compte parce que voilà, lors de la taille des arbres, de la partie récolte, les gens travaillent un petit peu, je dirais, les bras au-dessus de toute la partie rambarde, quoi. Et après, la partie plainte aussi, c'était par rapport, je dirais, à la posture toujours verticale et en appui, je dirais, au niveau de la ceinture sur la rambarde. Les gens voulaient que le bout du pied puisse dépasser un petit peu pour éviter d'être penché en avant, quoi. Donc, pour éviter mal au dos, tout ça, ça a été tenu en compte. Et je dirais honnêtement, par rapport au retour des utilisateurs, enfin, ils sont très contents. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, c'est très bien parce qu'en plus, on est dans les normes, quoi. Ça a été pour nous très très important, alors qu'à l'origine, je dirais, il fallait faire quelque chose de normalisé. Mais après, les gens derrière, ils contournaient parce que c'était incommodant, quoi.
Merci pour cette illustration. Donc, vous parlez de besoins d'utilisateurs. Donc, je vais donner la parole à Audrey Lemarchand, ergonome au cabinet Ergotech, qui a réalisé une étude justement pour baliser un petit peu tous ces besoins pour travailler dans de bonnes conditions. Bonjour. Alors déjà, la première question qu'on se demande, c'est pourquoi on sollicite des compétences d'ergonome. Donc, ils y ont répondu en partie. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'ergonomie, un petit point. Le but de l'ergonomie, c'est quoi? C'est concevoir des moyens, des équipements, des systèmes, situations de travail qui soient adaptés aux utilisateurs et qui répondent aux exigences du travail. Et aussi en prévenant les risques liés à la santé, sécurité, tout ce qui est performance aussi à intégrer, assurer la performance d'un système, d'une organisation. On se base sur quoi? On se base sur des connaissances sur l'homme au travail, puisque c'est lui qui est au cœur de la question, mais également sur des réglementations et des normes. Donc c'était intéressant de participer à ce groupe de travail, puisqu'il y avait toutes les compétences finalement qui étaient réunies là. Et on se base principalement sur l'activité du travail, le travail réel en fait, puisqu'il y a toujours un écart entre le prescrit. Pour les pimpes, il y a le prescrit, on va ramasser des pommes, on va tailler des arbres, mais comment on fait? Ça, on ne sait pas forcément. Par exemple, comment j'accède à ma pimpe? On a vu des passerelles, il n'y avait aucun accès. Pareil, comment je fais pour accéder à ma branche qui est éloignée alors que j'ai un arbre qui est assez important, comme le disait M. Géraud, avec des rambardes, ça peut poser problème. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on va voir l'activité, on a une idée du prescrit, enfin, on étudie, on analyse ce que c'est le prescrit, et on va passer du temps en fait, avec les personnes qui travaillent sur le terrain pour comprendre les activités, la variabilité dans le prescrit. La météo n'est pas prise en compte alors que ça a un impact important sur l'utilisation des pimpes. Donc c'est tout ce temps qu'on a passé avec les opérateurs. L'approche ergonomique, c'est quoi? Il y a un problème, souvent, c'est le départ. Ici, c'était principalement un problème de conformité, un risque de chute des opérateurs, parce qu'on a pu voir des pimpes comme la rambarde gênée. Le plus simple, c'est de l'enlever ou de faire un système amovible, sauf que du coup, la sécurité est plus forcément assurée. On pourrait répondre, il y a un problème, donc on va trouver une solution, on va enfermer l'opérateur sur sa pimpe, mettre des rambardes pleines, comme ça, il n'y a plus de risque de chute. Par contre, la question, nous, qu'on se pose, c'est comment ils vont faire pour faire les activités de taille, pour pouvoir acheminer un palox, par exemple, sur leur pimpe, si tout est fermé, pour accéder aux différents endroits où ils doivent accéder. Donc là, l'analyse qu'on fait, en fait, c'est prendre en compte l'ensemble des situations de travail et pas partir d'une seule situation qui pose problème et de répondre par une solution. C'est vraiment analyser le global, parce que si je mets telle solution en place, pour la taille de pommier, par exemple, ou de prunier, quel impact ça a quand j'utilise ma pimpe pour la récolte? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même si certaines pimpes ne sont pas forcément tout le temps faites pour toutes les activités, globalement, elles sont utilisées parce que des arbres, c'est haut, il faut bien y accéder, donc c'est facile d'utiliser une pimpe. Donc en gros, c'est passé par cette analyse du travail, se poser les différentes questions, mais pas tout seul, en intégrant tout le monde, en posant les questions avec les gens qui travaillent, avec les exploitants. On a rencontré aussi les constructeurs pour comprendre les difficultés. Et donc l'objectif, c'était d'élaborer un cahier des charges fonctionnel pour essayer d'améliorer ces pimpes et de répondre d'un point de vue conformité, mais aussi répondre aux exigences du travail. Quelle contribution on a eu dans ce projet? Donc, on a intégré le groupe, on va dire, le groupe de travail PIMP en 2015. Les objectifs, premier objectif, c'était pour nous d'identifier les conditions d'utilisation des PIMP, les contraintes auxquelles sont confrontés les opérateurs, puisque finalement la liste était assez longue en termes de difficultés. On a vu beaucoup de contournements. Donc, comme disait M. Géraud, je mets des cales pour pouvoir être plus haut. J'enlève une rambarde, comme ça mon palox il passe plus facilement, parce qu'au départ, ce n'était pas forcément prévu. Finalement, je fais des branchements en plus pour avoir plus d'opérateurs pour faire la taille. Enfin, il y avait quelques petits exemples. Donc, identifier ces contraintes, et puis des contraintes gestuelles et posturales, parce que ramasser une pomme, c'est assez éloigné. Définir les exigences du travail, donc associées à chaque situation qu'on a pu observer. Et ensuite, du coup, élaborer un cahier des charges. Et on parle de co-construction de cahier des charges, fonctionnel, le cahier des charges. Ce n'est pas un cahier des charges technique qu'on a écrit. Ce qu'on a noté, c'est les besoins des utilisateurs, les exigences du travail. Il faut me permettre d'accéder à un arbre qui fait 4 mètres de haut ou 3 mètres de haut. Du coup, quels sont les repères techniques, à combien doit s'élever la plateforme. Mais on a intégré tout le monde dans la réflexion tout au long de ce travail. Donc, comme disait Stéphane, c'est une démarche qui s'est déroulée en 3 ans,
Pourquoi 3 ans ? C'est parce que la taille, la récolte et la mise en place des filets par grêle ou le retrait, c'est pas forcément sur les mêmes périodes. Il y a une certaine saisonnalité aussi, donc il a fallu qu'on soit en phase avec les activités qui s'organisaient. Donc on voit, c'est surtout finalement, c'est de janvier à décembre que peut être utilisée une pimpe. Donc on a commencé par la récolte de pommes qui se fait d'octobre à décembre. Puis il y a eu une période de pause et on a fait tout ce qui est ouverture de filets avant la saison, la floraison des arbres, puisque ça évite que la grêle vienne du coup endommager les arbres. Ensuite, l'ouverture des filets et la taille. En tout, on est allé sur 6 exploitations différentes. Ça nous a permis aussi d'accéder à tout ce qui était variabilité, puisqu'on s'est rendu compte que dans les exploitations, tout le monde ne travaille pas de la même façon. Donc une pimpe, elle doit pouvoir finalement répondre aux différentes organisations mises en place. Il y en a qui travaillent à 2. Par exemple, pour ouvrir des filets, il y en a qui sont tout seuls à ouvrir les filets. Il y en a qui sont à 4. C'est vraiment variable en fonction des activités, mais ça conditionne le nombre de personnes sur une passerelle. Donc on a vu cette variabilité et on a pu voir différents types de passerelles, ce qui nous a permis aussi d'évaluer les passerelles et de voir les points positifs sur certaines passerelles qui permettent de favoriser l'activité et puis les points à améliorer qui représentaient plus des contraintes pour les opérateurs. Donc quelle méthodologie on a mis en place ? Donc ce que j'ai dit, c'est une démarche participative. La première étape, c'est vraiment le travail réel et ça passe par un diagnostic de l'existant, donc sur les différentes exploitations sur les 3 ans. Donc c'est passé par des observations auprès des personnes. Donc clairement, on a regardé les gens travailler. On est passé un petit moment avec eux en bas sur la plateforme pour vraiment comprendre leurs activités. C'est tout bête, hein. Par exemple, je travaille le matin, il fait froid et puis il se met à faire soleil et j'ai rien pour poser mes affaires. On n'y pense pas forcément, mais les gens montent sur la pimpe et ils y restent 3-4 heures d'affilée. Donc il faut avoir des espaces. Ils étaient gênés par les vêtements qui traînaient parce qu'ils avaient besoin de ça pour se couvrir. C'est des choses simples, mais finalement qui peuvent contraindre l'activité, même représenter un risque, parce que quand j'ai des vêtements qui traînent et que je marche sur ma passerelle, il y a des risques de chute. Donc on a passé du temps avec eux, on a échangé avec eux, on a échangé avec les chefs de culture, les responsables d'exploitation aussi pour voir, comprendre l'activité, mais ici aussi réfléchir aux améliorations qui pouvaient être apportées à ces pimpes. À chaque fois qu'on a fait des observations, donc un diagnostic sur une activité, on a organisé ce qu'on appelle une restitution, un groupe de travail au sein de l'exploitation, parce que on était là sur en gros une journée à chaque fois par exploitation minimum, mais on ne peut pas voir toutes les activités. Donc le but, c'était d'enrichir avec eux les analyses, de valider et puis d'apporter des éléments aussi au groupe de travail pour la réflexion et l'élaboration de ce cahier des charges. Et pour partager les informations recueillies en phase 2, mais en fait c'est plus en phase 2 fois on l'a fait, une fois pour la récolte de pommes et une fois pour notre activité. C'est un travail avec le groupe de travail PIMP pour en fait remonter ce qui arrivait du terrain avec l'analyse qui allait derrière, pour que tout le monde partage les mêmes informations et qu'on aille un peu dans la même direction pour réfléchir et qu'on intègre cette notion de conformité aussi. Et l'étape à laquelle on est arrivé à partir de là, c'est en fin 2017, on a pu, du coup, avec tous ces éléments recueillis, co-construire le cahier des charges, le cahier des charges fonctionnel, donc, dont parlait Stéphane. Maintenant, la PIMP qui en sortira, c'est la grande question. Il y a un cahier des charges fonctionnel. Comment ça sera traduit ? Donc rapidement, là, c'est juste une illustration des différentes activités qu'on a pu voir avec, on est allé voir quoi ? Les caractéristiques des vergers, les outils utilisés, la caractéristique, l'organisation des équipes, tous les facteurs à l'origine des contraintes. On a essayé de balayer toutes les activités. Et à partir de là, donc c'est juste pour illustrer à quoi ressemblent les activités de taille, récolte, ouverture des filets. Et donc tout ce travail a donné lieu à un cahier des charges fonctionnel. Donc ce cahier des charges, il ressemble à quoi ? Donc il y a eu 2 cahiers des charges parce qu'en fait il y a des PEM qui sont utilisés pour une seule activité et principalement pour des arbres qui sont hauts, donc plus de 3 mètres. Donc c'est le cahier des charges pour les PEM, on a appelé ça mono-activité, supérieure à 3 mètres. Et sur d'autres types de vergers, on cueille, on fait toutes les activités avec une PEM, donc on les a appelées multi-activités, ce cahier des charges. Et c'est des arbres qui sont plus petits généralement, plus bas, donc c'est inférieur à 3 mètres. Ce cahier des charges, il ressemble à quoi ? Donc les premières parties, c'est donner des indications aux fournisseurs, aux constructeurs, pour leur dire comment j'utilise ma PIMP et qu'est-ce que j'ai besoin. Illustrer un peu les besoins et dans quelle configuration je l'utilise. Et ensuite, une seconde partie sur les spécifications bien détaillées. Donc on a repris activité par activité. On a défini le besoin. Ici, par exemple, c'est permettre de s'approcher au plus près.
Et on donne des repères de conception, mais en aucun cas on donne des solutions techniques. D'ailleurs, vous le voyez sur les schémas de principe, ce n'est pas une solution technique, ça c'est au fournisseur de traduire en technique pour répondre à l'exigence. On n'a pas la prétention de faire du fonctionnel et du technique. On fait la partie fonctionnelle, le besoin au opérateur. Et ensuite, le fournisseur, donc construis-moi une pump qui soit adaptée. Donc en fait, le fournisseur... Le constructeur prend en compte ce cahier des charges, mais il y a aussi ce qui est important à dire, c'est que les exploitants doivent aussi se poser les questions de comment je dois utiliser ma pump. Et c'est les questions qui se sont posées aussi au cours des échanges qu'on a pu avoir, puisque finalement, une pump qui correspondra à une personne, finalement, il y a des fonctions qui ne correspondront pas à l'autre personne en fonction de son activité. Donc il y a ce cahier des charges, c'est une base. Et ensuite, il y a des échanges à avoir pour définir quelle pump j'ai besoin, et peut-être qu'il y a d'autres exigences qui ressortiront. Merci beaucoup Audrey Lemarchand. Donc, je vais passer la parole à Serge Vérine du cabinet Vérine et Deslandres qui va vous expliquer en fait donc un témoignage qui reprend le constat de terrain qu'on a pu observer suite à ce groupe de travail. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus en quelques mots s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Donc, nous sommes arrivés à un élément supplémentaire, c'est l'organisme de contrôle sécurité qui, lui, indépendamment donc, de la conception, donc, va vérifier l'état de conformité et de conservation du matériel. Donc, ces réglementations imposent donc, des visites périodiques, semestrielles, et le propriétaire donc, de l'appareil, de la nacelle en l'occurrence, la plateforme élévatrice mobile, nécessite donc des visites réglementaires. Donc, ces visites font l'objet d'un rapport de vérification qui permet de déceler les anomalies en vertu de règles de conformité qui peuvent être mises en évidence. L'objectif de ces vérifications, c'est d'informer également, en plus de l'aspect sécuritaire, c'est l'état de conservation de la machine et les différents points qui peuvent être défaillants et pourraient être à l'origine d'un accident, voire même d'une panne. Il faut penser que ces machines sont utilisées par 3-4 personnes parfois, donc c'est vrai que l'immobilisation peut être assez importante. Autre élément également, c'est que donc, nous avons pris conscience également depuis donc, ce partenariat, c'est qu'il y a eu une évolution donc, dans les habitudes ou les mœurs, je dirais, du milieu agricole qui utilise ces appareils, qui n'étaient pas, je dirais, des gens très sensibles à la réglementation. Et c'est vrai que dès qu'on parlait de réglementation, eh bien, nous avions des gens qui ne nous écoutaient pas trop et qui étaient bien sûr inquiets. Donc l'objectif également était de parler avec ces gens-là, de leur expliquer la réglementation, qu'est-ce que l'on attendait, qu'est-ce que ça devait apporter et les changements que tout cela importait. De plus, je dirais que la satisfaction, et c'est grâce au partenariat avec la MSA qui a mis les diagnostics conformité en place, tous les clients chez qui nous sommes passés, donc, et la première année, nous en avons quand même visité plus de 150, nous ont tous demandé de repasser l'année suivante pour faire les vérifications. Donc, pareil, c'est toujours, je dirais, l'explication, parce que la réglementation, quand on la prend à l'état brut, bon, c'est toujours, on est un peu allergique, donc on réagit, mais sans connaître. Parce que la réglementation est assez bien faite et permet effectivement de prévenir, je dirais, l'accident, bien sûr, et tout ce que je vous ai dit également. Alors, lié à l'utilisation également, c'est que donc la conformité, l'état de conservation de la machine, c'est une chose, mais il y a aussi l'utilisation de la machine. Et donc là, c'est pareil, nous dispensons des formations à la conduite en sécurité qui permettent aux utilisateurs de venir connaître, je dirais, recenser les dispositifs de sécurité qui équipent ces machines. Et Dieu sait s'il y en a, ils sont tout de même nombreux. Et là, c'est pareil, c'est qu'on s'aperçoit que ces utilisateurs ont souvent une méconnaissance des dispositifs de sécurité. Et nous avons réussi, je dirais, grâce à l'écoute, à la communication, à changer, je dirais, les mentalités donc, du milieu agricole et qui ont tous pris conscience, effectivement, que la responsabilité pénale était quand même un élément important. C'est que tant qu'il n'y a pas d'accident, tout le monde est content. Le jour où il y a un accident, une victime, malheureusement, je dirais, c'est le début des ennuis qui commencent. Donc, il faut apporter des preuves sur la conformité, l'état du matériel, mais également la formation du personnel. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que la formation, c'est particulièrement important, comme vous l'avez souligné. Je vais maintenant passer la parole à Benoît Moreau, qui est conseiller national à la Caisse centrale, pour vous rappeler les points clés en fait, de cette intervention. Oui, alors c'est difficile de conclure 6 années de travail en quelques mots. Mais enfin, s'il fallait rappeler
un seul mot-clé, je pense que vous l'aurez compris, c'était l'investissement humain, l'investissement en temps et puis les relations qui ont pu être créées pendant toutes ces années. Donc des premiers constats de non-conformité, on va dire, des matériels il y a quelques années au cahier des charges qui sont en passe d'être terminés très bientôt. Il s'est passé de nombreuses choses. On a rencontré de nombreuses personnes, de nombreuses entreprises, des fabricants et diverses autres institutions. Alors tout cet investissement en temps, et puis Stéphane le rappelait également en argent, bien sûr, ça n'aura pas été vain, puisque, comme le disait Audrey, ça a permis d'aboutir à quelque chose de très tangible pour l'instant. C'est les cahiers des charges fonctionnels. Donc c'est la traduction en mots de fonctions, de besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire, à quelle hauteur, etc. Dans quelles conditions, dans quel type de verger. Donc c'est la traduction en mots de besoins des entreprises. L'objectif de tout ça, c'est évidemment d'avoir un travail, et donc en l'occurrence une machine qui soit adaptée à l'homme et pas à l'inverse. Donc tout ça, ça s'est construit avec le temps, comme je disais, grâce à des relations qu'il a fallu construire, des relations de confiance qu'il a fallu établir. Donc, encore une fois, tout ça, ça ne se fait pas en quelques minutes. Ce travail régional, cette coopération régionale, ces synergies, ont permis d'avoir également un écho au niveau national, puisque on a pu, ou les différentes organisations qui sont présentes au niveau local ont pu également au niveau national, je pense au ministère de l'Agriculture en particulier, et puis à la Caisse centrale de la MSA, ont pu capitaliser sur le travail effectué dans la région pour contribuer à l'élaboration d'une norme de sécurité sur une partie des machines qui servent aux différents travaux dans les vergers, travaux en hauteur dans les vergers. Donc ça, c'est l'élément le plus tangible. Mais Monsieur Verrine l'a rappelé, des autres éléments qui sont tout aussi importants, si ce n'est plus, et qui sont peut-être plus difficiles à mesurer ou à quantifier, eh bien, c'est l'évolution de la perception, les modifications des modes de pensée des entreprises qui ont perçu les obligations de formation, les obligations de vérification, non plus seulement comme une contrainte, mais comme un levier de performance pour faire que ma machine soit opérationnelle au moment de la récolte, au moment de la taille, quand j'en ai besoin, quand j'ai 3 ou 4 personnes qui doivent l'utiliser en même temps. Donc tout ça, je dirais, c'est probablement un des éléments les plus intéressants de toute cette démarche collaborative, de ce travail de groupe, qui a permis de réunir des entités, des individus, des organisations qui n'avaient pas forcément des objectifs de prime abord concordants, mais qui ont permis d'atteindre un but et un objectif intéressant. Et puis, cette transformation induite, là, comme disait M. Verrine, comme je disais, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et puis, ça sera le mot de la fin. Ça permet de reboucler avec le premier point, travaux étalés sur la durée, qui doivent encore se continuer, se prolonger. Et là, j'ai toute confiance dans Stéphane et les différents partenaires de ce groupe pour que ça continue et puis que ça se démultiplie encore dans les années à venir sur le terrain. Et puis même, pour ma part, ce qui m'intéresse au niveau européen, c'est que ça génère des machines opérationnelles sûres qui permettent de travailler confortablement tout au long de l'année. J'ai fini. Donc merci Benoît. Donc pour vous conclure cette conférence, l'idée qu'on voulait vous faire passer, c'est que finalement, quand on sait prendre le temps, quand on s'entoure des bonnes personnes, qu'on arrive à fédérer les acteurs qui sont impliqués autour d'un même problème, on arrive à faire converger les objectifs et finalement à induire un changement. Et c'est ce que nous, on cherche en MSA. Donc j'aimerais remercier l'ensemble de nos partenaires, le cabinet Ergotech, Delande, Verrine, ainsi que tous les fabricants et les agriculteurs qui nous suivent depuis le début. Et également l'Arc MSA et la ROM MSA qui gèrent ce groupe. J'aimerais également vous remercier tous pour votre attention et je vous invite à nous retrouver sur le centre de la MSA D82 si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus ou découvrir d'autres aspects de nos métiers. Et si vous voulez nous contacter, vous avez ici l'adresse email pour nous poser toutes vos questions. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez des questions ? Madame, je vous en prie. Quel est l'élément déclencheur de ce travail ? Est-ce que ce sont les exploitants qui ont demandé effectivement
ce moyen enfin, pour travailler, ou alors c'est la MSA en prévention des risques, parce qu'il y avait peut-être un taux d'accident de travail important. Je veux bien répondre à votre interrogation. On n'enclenche pas des travaux par hasard. C'est lié à des constats de terrain. C'est-à-dire que le conseil en prévention, il est sur le terrain, en proximité de nos adhérents, de les agriculteurs. À l'occasion de visites techniques, de conseils, d'accompagnement, ce qui est notre métier, on a perçu effectivement des difficultés. Les utilisateurs prenaient en compte ce matériel pour faire le travail qu'ils ont réalisé, mais ils étaient inquiets par rapport à son utilisation, à la sécurité, à la mise en œuvre aussi, à la conduite de ces plateformes. Donc du coup, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus pour répondre à leur interrogation. On part toujours de l'adhérent. En parallèle, les services de l'inspection avaient également détecté, on va dire, quelques non-conformités sur ce type de matériel. Donc on a choisi de mettre nos efforts, puisqu'on est là aussi pour ça, pour essayer de décoincer et puis d'apporter des réponses à ces utilisateurs. Et là, du coup, c'est grâce, ce qui a été préalablement dit, grâce aux fabricants, aux constructeurs qu'on avait en proximité, qu'on a pu effectivement répondre aux besoins. Voilà, mais c'est parti, c'est une initiative qui est partie purement du terrain. Voilà. Merci à tous. Et puis, donc, je renouvelle notre invitation sur le stand de la MSA si vous voulez en savoir plus. Bonne fin de salon à tous.